Chacun d'entre nous a entendu parler du plan Marshall, le fameux plan d'aide que les États-Unis ont apporté aux nations européennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin de les aider à se rebâtir. D'ailleurs, plusieurs personnes déplorent le fait que l'Afrique n'a pas eu son plan Marshall. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce que grâce à ce fameux plan Marshall, les États-Unis se sont grandement enrichis sur le dos de l'Europe et continuent de le faire d'ailleurs. Et on va se poser la question des aides. Rappelez-vous bien de ce que Thomas Sankara avait dit. Une aide qui ne vous aide pas à vous passer de l'aide n'est pas une aide. C'est juste un système d'asservissement. Et je pense qu'il est super important, aujourd'hui où l'Afrique est au cœur de grandes décisions, qu'au travers des différentes solutions que l'on va aborder pour pouvoir permettre que le continent émerge, que l'on fasse très attention à la notion d'aide. Parce que tout le monde pratiquement parle de l'Afrique en termes d'aide. Nous allons aider, nous allons aider. En réalité, il n'y a pas vraiment d'aide. Quand on aide sur la table, en dessous de la table, on demande des contreparties. Même si elles ne sont pas monétaires, comme on va le voir avec le cas du plan Marshall, ces contreparties peuvent coûter très cher. Revenons un peu donc au niveau de l'histoire. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est bien évidemment en lambeaux et est en train de se rebâtir parce qu'il faut le préciser, l'Europe est en train de se reconstruire. Et à ce moment-là, aux États-Unis, il y a une idée qui vient très stratégique qui consiste à dire, mais écoutez, on va aider l'Europe, c'est toujours ça, on va aider l'Europe à se passer du soviétisme parce que le soviétisme est en train de grimper. À peu près 20% de la population dans les pays comme la France, la Finlande sont communistes à cette époque-là. Et donc, l'idée des États-Unis, c'est de se dire, on va freiner le communisme et pour ça, on va aider les nations européennes. Mais vous vous doutez bien que le simple fait d'aider quelqu'un ne signifie pas qu'il change radicalement son idéologie. Les États-Unis vont donc s'assurer qu'en plus de leur aide, ils vont obtenir en contrepartie des éléments fondamentaux. Alors, ce qu'on appelle aide, en réalité, c'est un prêt. Le plan Marshall, à la base, c'est un prêt, ok? Un prêt de 13 milliards de dollars. À l'époque, alors, 13 milliards de dollars à l'époque équivaut à 1,2% du PIB des États-Unis, qui aujourd'hui équivaudrait à peu près à 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros si on convertit aujourd'hui les sommes qui ont été mises, qui ont permis de rebâtir l'Europe. Alors, qui vont en être les bénéficiaires? L'Angleterre, bien évidemment, la France, l'Allemagne, qui a besoin de se reconstruire, et un certain nombre d'autres pays. Très intéressant, un pays va refuser l'aide, et c'est l'URSS, l'Union soviétique. Et ils vont refuser l'aide en disant une phrase qui m'a beaucoup marqué. Ils ont dit, nous ne vendrons jamais notre indépendance contre une aide temporaire. Waouh! Nous ne vendrons jamais notre indépendance contre une aide temporaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, d'après les soviétiques, le plan Marshall qui leur était proposé et qui était proposé aux Européens était en réalité un moyen de vendre son indépendance. Est-ce donc à dire que l'Angleterre, l'Italie, la France, l'Allemagne, tous ces pays-là qui ont accepté le plan Marshall, est-ce qu'ils ont donc accepté de vendre leur indépendance? Le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est simplement d'aller voir les conditions qu'il y avait dans le plan Marshall. Et elles sont connues. Et bizarrement, on n'en parle jamais. On parle toujours du plan Marshall qui a aidé les Européens. Mais qu'est-ce qui était demandé en contrepartie? Parce qu'il y a toujours une contrepartie. Même quand des États européens aujourd'hui envoient de l'aide en Afrique, ne soyez jamais naïfs. Il y a toujours des contreparties qui sont demandées. Bien évidemment, on va venir dire en grande pompe à la télé, devant les médias, on a aidé à coups de milliards, de millions. Oui, mais qu'est-ce que vous avez demandé en contrepartie? Écoutez donc maintenant comment les États-Unis ont juste phagocyté le truc, quoi. Ils ont demandé un certain nombre de choses. Première chose, les pays bénéficiaires acceptaient de se conformer à la politique capitaliste libérale qui était le modèle économique des États-Unis. Il faut savoir qu'au sorti de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas les McDo, les Coca-Cola qui étaient partout en Europe. Non. Ces trucs-là étaient aux États-Unis et ça vivait là-bas aux États-Unis. L'Europe avait sa propre logique, ses propres boîtes et chacun se développait à peu près dans son coin. Les États-Unis ont dit, première chose, on va vous aider, mais la condition, l'une des conditions pour qu'on vous aide, c'est que vous acceptiez notre modèle. Que vous acceptiez le capitalisme libéral, c'est-à-dire que vous détruisiez en fait l'État. Que vous permettiez que les multinationales américaines puissent venir travailler librement chez vous, faire la concurrence, quitte à tuer même certains pans de vos économies. Et bien évidemment, les Européens ont accepté.
Voilà pourquoi est-ce que je me méfie beaucoup des accords de libre-échange qu'on propose aujourd'hui aux pays africains. Et quand je vois certains s'enthousiasmer, je me demande même s'ils sont conscients de quoi il s'agit. Quand vous avez des pays comme la France, des pays industrialisés comme l'Allemagne, qui demandent à des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, de faire des accords de libre-échange, et que je vois des dirigeants qui réfléchissent ou même qui acceptent, je me demande qu'est-ce qui me tourne par an. Qu'est-ce que tu peux bien vouloir mettre en deal quand tu t'appelles le Cameroun face à la France? Qu'est-ce que tu peux bien ramener sur la table pour faire des échanges, du libre-échange avec une aussi grande puissance? C'est juste un moyen de pouvoir inféoder ton marché de produits qui viennent de l'étranger et de fait, tuer tes petits commerçants. Donc, premier point, les États-Unis demandent que tous les pays qui vont bénéficier de ça acceptent de se conformer à la politique capitaliste de l'Europe. Deuxième point, l'argent prêté, et ça c'est très fort, l'argent prêté servira à acheter des produits américains. C'est très intéressant. L'argent qu'on vous prête servira à acheter des produits américains. Et maintenant, de nos jours, quasiment tout le monde fait ça. Vous vous demandez parfois, mais pourquoi est-ce qu'on donne un marché à la France alors que la Chine était 10 fois moins chère? Vous vous posez la mauvaise question. Demandez-vous, qui a financé? Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que c'est une entreprise du pays d'origine. Parce que même les Chinois font ça. Quand les Chinois prêtent de l'argent, en réalité, ils vous prêtent de l'argent, mais ils conditionnent le prêt à ce que vous travaillez avec des entreprises chinoises. Et c'est comme ça que vous avez vu que la Chine est arrivée massivement sur le continent avec ces entreprises. C'est qu'eux, ils vous disent, ok, pas de problème. Nous vous prêtons de l'argent pour réaliser telle infrastructure, des routes, des ponts, mais pas de problème. Vous avez l'obligation de travailler avec des entreprises chinoises pour le faire. Et donc, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit que pour l'économie du pays, eh bien, ça fait des... C'est-à-dire, je te prête à droite et tu me redonnes à gauche. Bon, entre-temps, tu as eu une infrastructure. C'est ce que les États-Unis ont appliqué aussi vis-à-vis de l'Europe. Vous savez, c'est très stratégique. Il faut comprendre comment le monde fonctionne. Troisième élément, les dettes contractées par les pays devaient être émises en or ou son équivalent en dollars. Pas de question que ce soit en francs français, francs allemands. Non, 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 c'est fini. Vous allez utiliser désormais l'or, étalon, ensuite, ou alors le dollar. Ça, c'était le principal. Mais il y a aussi eu un certain ensemble de règles culturelles et autres. Et j'ai par exemple découvert dans mes recherches pour cette vidéo une règle qui m'a fait comprendre, waouh, ok, l'obligation de projeter chaque année au cinéma au moins 30% de films américains. Waouh! Vous avez bien compris? L'obligation de projeter au cinéma au moins 30% de films américains. Quand vous allez dans une salle de cinéma en France et que vous regardez la projection jusqu'aujourd'hui, vous avez au moins la moitié des projections qui sont américaines. Les Chinois ont refusé ça. En Chine, quand vous allez en Chine, vous avez quelques films américains, mais certainement pas une grande majorité. En Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ainsi de suite, partout dans ces pays, on est inféodé du cinéma américain. Qu'en est-il du cinéma français? Qu'en est-il du cinéma allemand? Ils se retrouvent à partager des petites miettes. On connaît mieux. Et tout le monde sait quelle est l'idéologie des films américains. Vous n'avez pas remarqué? Les films américains ont toujours un objectif. C'est que le monde va mal et on va sauver le monde au travers d'une guerre. Et cette guerre-là, ce sont les Américains qui vont la faire. Armageddon, tout ce que vous voulez. Les sauveurs du monde sont toujours américains. Et voilà donc le type d'idéologie qu'on ramène dans le cinéma et qu'on propage dans le monde entier. Du coup, un petit Français de Calais, de Bordeaux, de Marseille, un Allemand qui est à Brême, qui est à Munich ou même à Cologne, grandit en se disant que le sauveur du monde, c'est un Américain. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'en Europe, il y a ce complexe qui existe vis-à-vis des États-Unis. Et je pense qu'il a été introduit de manière culturelle. Par contre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français et les Anglais ont conservé leurs anciennes colonies. Et donc, de fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français et les Anglais ayant conservé leurs anciennes colonies, ils ont juste dupliqué des modèles de ce qu'ils avaient subi des États-Unis dans leurs colonies. C'est comme ça que vous vous retrouvez quand vous êtes au pays à voir des films américains qui débarquent matin, midi, soir, qui nous viennent de nos anciens colonisateurs, qui eux-mêmes les prennent des accords qu'ils ont pris il y a de cela pas mal d'années. Mon but ici, c'était de vous sensibiliser au fait qu'il n'y a pas de gratuité. Okay? Il faut arrêter avec la notion de gratuité. Il n'y a pas d'aide dépourvue de rien du tout. Non. Et le général de Gaulle l'a dit, entre les États, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. Donc, quand quelqu'un vous dit, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous parle du langage des aides, demandez-vous toujours quelle est la contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie. Récemment, par exemple, j'ai appris que la Suède et d'autres pays ont commencé à retirer leurs aides à des pays africains parce que ces pays-là avaient osé être
contre la dépénalisation du mariage homosexuel, avait refusé de dépénaliser tel truc. Vous voyez? Les aides ne sont jamais gratuites. Si tu ne te mets pas ou pas, si tu ne fais pas ce qu'on veut que tu fasses, ce que tu appelles aide là, disparaît. Et c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit. Et il faudrait simplement que les Africains en soient conscients. Et le but ici, c'est pas de dire que les Russes, ce sont des anges. Il n'y a d'ange nulle part. Il n'y a d'ange nulle part. Les Russes que je vois, les Africains maintenant embrassés comme des demi-dieux, demandez-vous aussi, qu'est-ce que la Russie gagne? Qu'est-ce que la Russie gagne à aider le Mali? Qu'est-ce que la Russie gagne à aider la Centrafrique? Hier, les anges, c'était les Chinois. Les Chinois étaient ceux qui étaient les anges pour les Africains. Quelques années après, on a compris ce que les Chinois eux-mêmes voulaient. On a compris les mêmes basses qu'ils voulaient avoir sur les matières premières sur le continent. On a compris, mais quelques années après. Ok? Donc, maintenant, ce sont les Russes qui arrivent. C'est le vrai moment de se poser la question. Qu'est-ce que les Russes veulent vraiment? Quels sont leurs intérêts? Est-ce qu'on est prêt à céder ça? Il ne faut plus qu'il y ait de la naïveté. Il ne faut plus qu'il y ait de les aides. Non. Parce que voilà comment est-ce que certains systèmes d'aide que l'on signe aujourd'hui nous emprisonnent sur 50 ans, 100 ans, 200 ans. Jusqu'aujourd'hui, les conséquences du plan Marshall, on les subit. On les subit jusqu'aujourd'hui. L'Europe, quand tu entends les journalistes européens parler, c'est toujours en mode les États-Unis le sauveur. C'est ancré. C'est ancré. Les États-Unis, c'est le sauveur. Le libéralisme économique est devenu la doctrine que tout le monde doit adopter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça est parti d'une aide qui a eu lieu à la fin d'une guerre, il y a de cela 80 ans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez la vidéo parce que je pense qu'elle peut être utile à plusieurs égards à beaucoup de personnes. Hasta la vista, soir.